Je m'appelle Moreno Andrata, je suis chercheur CNRS à l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique musique. Je travaille au sein de l'équipe représentation musicale et mon sujet de recherche est les liens entre mathématiques, musique et informatique. Donc en fait, c'est une vieille histoire, les rapports entre mathématiques, musique est un peu plus récente avec l'informatique. Mais l'idée en fait de ma recherche, c'est de renverser un petit peu la perspective traditionnelle qu'on a quand on pense que les mathématiques s'appliquent directement à la musique. En fait, moi, c'est plutôt l'inverse. C'est la musique, le point de départ. Donc, ce sont des problèmes posés par des théoriciens de la musique, des compositeurs, des analystes, que j'essaie de formaliser. Donc, je monte au niveau des mathématiques. Ensuite, généraliser. Donc, on peut obtenir des nouveaux résultats, des nouveaux théorèmes. Parfois, on obtient des vieux résultats, des vieux théorèmes, mais de façon nouvelle. Donc, c'est aussi intéressant, parce que le point de départ était la musique. Et après, on redescend à la musique, et donc là, on peut redescendre à la théorie musicale, à l'analyse, à la composition, et c'est vraiment ce triangle, un petit peu de discipline, qui est très intéressant, surtout au XXe siècle. Donc ça, c'est ce que j'appelais une dynamique mathémusicale. Donc en fait, c'est un processus à travers lequel, à partir de la musique, en fait, en prenant la musique comme point de départ, en fait, on peut toucher même des problèmes ouverts en mathématiques. Alors, il y en a plusieurs sur lesquels on peut tomber. Donc, ça va des problèmes de construction des pavages rythmiques, des canons rythmiques mosaïques. Alors, ça, c'est un problème qui m'a intéressé beaucoup. C'est imaginer qu'en fait, il y a un percussionniste qui joue un pâté rythmique, qui est répété, décalé dans les temps par d'autres en fait, instrumentistes. Donc, ça crée un canon. Et les canons rythmiques mosaïques, c'est un canon dans lequel, en fait, à chaque moment, chaque instant, il n'y a qu'une et une seule pulsation qui est jouée. Donc, jamais des trous, jamais de superposition. C'est un pavage, en termes mathématiques. Alors, ça, c'est une idée musicale, bien évidemment, mais ce qui est surprenant, c'est qu'à partir de ces modèles, quand on met des contraintes un petit peu sous les types des rythmes qu'on veut, pas trop simples, avec pas de périodicité interne, en fait, on tombe sous ce qu'on appelle la conjecture spectrale. C'est une conjecture des Fugledé qui est ouverte en dimension 1 et 2. C'est-à-dire, c'est une conjecture qui postule qu'il y a un lien entre pavage de l'espace euclidien de dimension n et spectralité. Alors, la spectralité, c'est une propriété sur en fait, de bon comportement par rapport à la transformée de Fourier. Et le fait que ça soit ouverte en dimension 1 et 2, elle est fausse en dimension supérieure à 3. Donc ça a été montré par des mathématiciens, mais le fait que ça soit ouverte en dimension 1 et 2, bien, c'est quelque chose en fait, qu'on essaie d'approcher à partir de la musique. En dimension 1, en fait, c'est les pavages de la ligne, mais puisque tout pavage d'un petit pattern qui est fini, tout pavage est périodique, en fait, on se ramène à la classe des pavages du groupe cyclique, en fait, on se ramène à la construction des canons rythmiques mosaïques, et on peut montrer en fait que la conjecture des Fugledé, elle est fausse, si elles sont aussi en dimension 1, elle est fausse pour une classe très particulière des canons rythmiques. Donc en fait, à partir des problèmes musicaux, on a touché à un sujet très chaud en fait en mathématiques, une conjecture qui reste ouverte. Alors il y en a d'autres, on peut s'intéresser par exemple à la l'homométrie. Ça, ce sont les cristaux en fait qui ont le même spectre des rayons X, mais en fait on ne peut pas les superposer l'un sur l'autre. Et donc en fait, c'est un peu le même comportement qu'ils ont certains accords en musique. Quand on prend, par exemple, quand on prend 6 notes au hasard du piano, 4, 5, 6, voilà, ça c'est ce qu'on appelle un hexacorde, si je joue ensemble. Et si je prends toutes les notes que je n'ai pas jouées à l'intérieur de l'octave, ça fait les complémentaires. Eh bien, entre un hexacorde et son complémentaire, il y a toujours un rapport d'homométrie. Ça veut dire que les deux accords sont comme des cristaux qui ont le même spectre de rayons X, mais rien ne nous assure qu'on peut superposer l'un dans l'autre via, par exemple, une transposition, une inversion. En fait, il n'y a pas de rapport, sauf le fait qu'ils ont les mêmes, ce qu'on appelle les mêmes contenus intervalliques, c'est-à-dire la même distribution d'intervalles. Alors, pour les cristaux, ça sera la même distance entre les points. Mais en fait, voilà, ce sont des correspondances qui se font très naturellement entre une théorie issue de la cristallographie, par exemple, et des propriétés musicales que les musiciens utilisent voilà, quand ils composent. Parce que si on prend les pièces dodécaphoniques avec Schoenberg n'a pas attendu l'invention de l'homométrie, en fait, pour se servir de ce type de propriétés, de ce type de structures
structure musicale. Voilà, donc ce sont juste deux petits problèmes sur lesquels je travaille dans l'équipe ici à l'IRCAM. Il y a plein d'autres en fait qui touchent non seulement à la musique savante, à la musique contemporaine, ce qu'on appelle musique contemporaine, mais aussi et de plus en plus en fait au répertoire des musiques populaires. Donc j'ai en particulier un projet Math & Pop que j'ai lancé récemment qui essaye justement de trouver des progressions harmoniques inédites, donc des progressions qui permettent par exemple d'enchaîner tous les accords majeurs et mineurs une seule fois en passant par chaque accord majeur à un accord mineur qui partage 2 notes sur 3. Et donc en fait ça donne lieu à ce qu'on appelle des cycles hamiltoniens à l'intérieur d'un espace qu'on appelle les tonnettes, qui est le réseau des notes, en fait une vieille idée qui vient de Euler et qui retrouve aujourd'hui avec l'analyse musicale formelle, l'analyse néo-riemannienne en l'occurrence, un regain d'intérêt de la part des musicologues. Alors je me suis amusé à construire et à créer mes propres chansons hamiltoniennes, voilà, par exemple la chanson Avril sur un texte des poètes italiens d'Annunzio. Alors en l'occurrence ça sera une chanson hamiltonienne décadente, parce que si on parle du décadentisme, la décadence, alors pas dans le sens de Gainsbourg bien évidemment. Et donc en fait même dans la pop, même dans les musiques populaires, on peut trouver en fait des structures, des procédés qui sont très riches et qui en fait peuvent intéresser non seulement les musiciens, les analystes, les musicologues, mais aussi donc, les théoriciens, les mathématiciens et peut-être les informaticiens au moment où, par exemple, on modélise ces types de problèmes à l'aide d'un langage de programmation. Alors c'est tout le travail qu'on fait dans l'équipe représentation musicale ici à l'IRCAM, où on développe des langages de programmation originales, qui sont des types visuels comme Open Music, dans lesquels donc, on intègre en fait, tous ces procédés et on le met à disposition des compositeurs. Donc les compositeurs s'approprient en fait des résultats qui sont à la pointe des mathématiques, parfois, donc très abstraits, mais une fois qu'ils sont modélisés, en fait, deviennent des outils de composition, voilà, comme pouvait les faire Bach à l'époque, où il y avait sans doute des procédés algorithmiques pour composer des canons de plus en plus complexes, avec plusieurs voix, par rétrogradation, inversion, en fait, toutes les propriétés qui sont à la base des techniques contrapuntiques, qui sont parfois très difficiles en fait, à comprendre sans l'aide d'un formalisme mathématique qui permet donc de les décrire et les formaliser de façon très élégante. Voilà. Donc ce qui m'intéresse dans les projets Out of Atmosphere, c'est un petit peu l'idée qui est derrière, c'est-à-dire cette tentative de renouer avec une tradition, une vieille tradition en fait, dans laquelle la musique faisait partie de ce qu'on appelait en fait, les quadriviums, c'est-à-dire elle était bien accompagnée, bien entourée, était à côté de la géométrie, de l'arithmétique et de l'astronomie. Donc elle avait vraiment une place à côté des sciences. Alors c'est une idée bien évidemment qui, dans l'origine, on pourrait la faire remonter à Pythagore. Donc, cette approche, donc l'école pythagoricienne, tout est nombre, on essaie d'expliquer en fait le cosmos, l'univers par des lois, les lois du nombre, et c'est la musique qui est à l'origine un petit peu avec son phénomène de la résonance, avec les questions du tempérament, on prend une corde, on la frappe, on entend une note et on joue sur la longueur de la corde et en fait on a des rapports intervallaires différents. Alors, cette tradition en fait, a parcouru l'histoire, on peut dire, et c'est vrai que parfois elle a pu aussi donner lieu à certaines interprétations un petit peu ésotériques. Je pense à toute la question de la musique des sphères, par exemple, avec Kepler, dans lesquelles on voit que la musique est encore une fois à l'origine, mais cette fois à l'origine des avancées en astronomie. Mais par contre, voilà, les liens entre la musique, l'harmonie des sphères, les cosmos, les mathématiques, donc c'était plutôt du type numérologique à ce moment-là. Bien que, si on prend par exemple Mersenne, qui s'inspire des travaux de Kepler, mais qui en fait introduit une nouvelle vision de la combinatoire en musique, bon, ça c'est tout à fait actuel, d'actualité on peut dire. C'est l'idée qu'en fait dans la musique il n'y a pas seulement les nombres, mais il y a aussi vraiment les structures qui sont en jeu. Donc les structures combinatoires en particulier. Donc, Mersenne est à l'origine avec des problèmes musicaux du type combien de mélodies je peux faire à partir d'un certain nombre de notes. En fait, il est à l'origine de ce qu'on appelle les calculs combinatoires et les calculs de probabilité. Donc, l'ars conjecturandi de Bernoulli est venu bien après.
Alors ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres, toujours dans la filée un petit peu de Pythagore, de Kepler. Dans Mersenne, il y a Euler avec cette vision de la musique comme à l'origine de ce qu'on appellera la théorie des graphes, hein, à la fois une vision combinatoire, mais aussi une vision géométrique, dans laquelle les notes appartiennent à un espace géométrique, en fait, se déploient dans un espace, ça les tonnettes, c'est l'idée de tonnettes qui est utilisée, donc réseau de notes utilisé dans l'analyse musicale aujourd'hui. Et donc ça peut aller très loin, ça peut aller donc jusqu'à nos jours où on essaie de retrouver un petit peu la nouvelle musique des sphères, hein, de nouvelles harmonies universelles, pour prendre l'expression des marins Mersenne, mais avec peut-être une idée nouvelle, c'est-à-dire l'idée qu'il y a non seulement les nombres, comme je disais, mais aussi les structures, qui sont vraiment très importantes, à la fois en mathématiques, donc dans la science, et en musique. Alors l'une des idées fortes, je pense, des projets Out of Atmosphere, c'est de réfléchir au processus créatif, c'est-à-dire à comment la créativité se déploie à la fois dans les savoirs scientifiques et aussi dans tous les sciences humaines, et la musique en particulier. Donc la musique est encore une fois un bon cas d'étude parce qu'il y a du formel, il y a du sensible. En fait, c'est un peu là où on voit à la fois l'idée des Leibniz, la musique c'est un calcul d'arithmétique cachée, donc il en fait à son dessus, donc ça c'est la flèche plutôt l'application des mathématiques à la musique, mais aussi une autre idée qui venait plutôt, je pense, des mathématiciens Sylvester, quand il disait qu'en fait dans les mathématiques il y a une espèce d'exercice de musique, hein, c'est cette formule que j'ai retenue moi-même avec mes travaux, donc la mathématique comme un exercice musical, donc un exercice de musique, qui permet donc à la fois de travailler sur des problèmes posés par des théoriciens, des compositeurs, des analystes, et en fait voir des liens étroits avec des conjectures, des problèmes ouverts en mathématiques. C'est les deux processus de créativité en mathématiques et en musique qui peut-être vont se rejoindre dans une perspective d'interaction avec d'autres disciplines, pourquoi pas l'astronomie à ce moment-là, mais révisitée dans une version, disons, contemporaine.